Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des films. Déjà bonne année 2020. Aujourd'hui nous allons revenir du coup sur mes films préférés de l'année 2019, à savoir 10 films. Je préfère dire préféré plutôt que meilleur, parce que meilleur sous-entend qu'il y a un avis assez critique, assez objectif, et de toute façon les classements sont subjectifs, du coup je préfère dire préféré, voilà, on comprend mieux le sens, voilà. Et puis de toute façon, objectivement, il y a des films qui sont bien meilleurs en termes de mise en scène, tout ça, mais j'ai pas forcément accroché avec eux, et du coup je préfère dire préféré. Donc on va commencer très doucement avec du coup le film numéro 10 de ce classement, Green Book. Alors c'est l'histoire d'un Italien qui va devenir le chauffeur d'un pianiste noir qui doit effectuer une tournée dans le vieux sud des États-Unis pendant la ségrégation, donc les années 1960. Ce sont deux personnages principaux qui sont quasiment opposés. Il y en a un qui est lettré, l'autre qui ne l'est pas forcément. L'autre est pacifique, l'autre est plus violent. C'est leur différence en fait qui permet de les compléter. Ça fait un duo assez équilibré, touchant et assez drôle aussi. L'histoire est très belle, vous en doutez, avec une thématique pareille. C'est un voyage initiatique où l'on voit les différents visages un petit peu de l'Amérique, entre le nord et le sud notamment. C'est bien écrit, je sais qu'on pourrait reprocher au film d'être trop gnangnan, d'être trop gentil. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a plu parce que justement, c'est un film assez simple, assez humain, assez touchant, assez léger, même s'il aborde des thèmes comme le racisme, ce qui est pas facile. Bah, c'est assez léger, et ce qui fait que le film, on a envie de le revoir. Voilà, il est pas trop lourd à regarder à nouveau. Si on a envie, c'est c'est un genre de film qui se regarde assez facilement. Et en plus, c'est le film qui a reçu l'Oscar du meilleur film en 2019. Donc, si vous ne l'avez pas vu, essayez de le voir, ne serait-ce que par curiosité et pour la culture générale. Film numéro 9, Us. Alors c'est un film d'horreur qui est écrit et réalisé par Jordan Peele, celui qui avait fait Get Out, que j'avais beaucoup aimé au moment de sa sortie. Comment dire, comment décrire l'histoire? C'est assez compliqué. En gros, un jour, il y a ce qu'on appelle les doppelgangers, qui sont des sortes de doubles maléfiques de nous-mêmes, qui attaquent les doubles de notre monde. Voilà, sans raison apparemment valable. Donc on suit une famille qui va combattre, qui va essayer de comprendre pourquoi ils sont attaqués par ces doubles et pourquoi ils ont l'air quasiment indestructibles. Et c'est très particulier. Moi j'ai beaucoup aimé le film pour son scénario parce que justement j'avais beaucoup de questions au moment où je suis sortie du film et je me disais non, il y a un truc qui est pas cohérent, ce n'est pas normal, c'est bizarre, ça fait trop bizarre, et tout. Et en fait, la mise en scène permettait de répondre à ce genre de questions, ou du moins d'y réfléchir et d'avoir sa propre théorie. Et ce qui fait que le film, il laisse beaucoup d'interprétations possibles aux spectateurs, et puis il laisse évidemment des réponses, pas toutes, ou du moins c'est même pas des réponses directes, c'est plutôt des pistes, des réflexions, et du coup je trouve ça assez intelligent, et ça fait que le film continue de vivre après l'avoir vu. On se pose des questions. Voilà, c'est pas juste terminé, hop, on passe à autre chose. Non, le film, il m'a beaucoup marqué pour ça. Je cache pas que c'est particulier quand même, c'est un film d'horreur. Voilà, le personnage de la mère a quelque chose de très particulier. Mais voilà, je veux pas en dire trop parce que moi j'ai pu le découvrir comme ça et c'était très particulier. Mais j'ai beaucoup aimé. Mais je peux comprendre que ça ne plaise pas. Et moi, pour mon cas, j'ai trouvé ça très intelligent, très bien mené. Et en plus, le scénario il est vraiment très complexe, mais on arrive à comprendre, on arrive à suivre. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, en numéro 8, nous avons Hors Normes. Alors hors norme, c'est par les réalisateurs de Intouchable, de Le Sens de la Fête, ce genre de choses. Et là, du coup, ils abordent un thème nouveau, même si ça se rapproche de l'handicap. C'est celui de... Ça se rapproche de l'handicap, c'est un handicap. C'est celui des autistes. Donc on suit une sorte d'association qui n'est pas homologuée comme telle, mais qui s'occupe des autistes avec des cas très sévères, des cas où même les hôpitaux disent non, tellement c'est difficile de pouvoir les gérer. Et du coup, eux, ils s'en chargent et il y a une inspection qui fait que on essaie de savoir s'ils sont aptes, si c'est normal, si on peut laisser faire ça, est-ce qu'on peut vraiment laisser des autistes aussi sévèrement touchés à des gens qui n'ont pas la formation, qui ne sont pas des médecins, est-ce qu'on peut les laisser faire ça? C'est un film qui est moins léger qu'Intouchable, qui est plus dramatique, mais il y a quand même des moments assez drôles. Voilà, je trouve que Vincent Cassel, il est très drôle, alors que je suis pas du tout habituée à le voir dans ce genre de rôle. On a l'habitude de le voir plutôt dans des personnages froids, des personnages un peu plus violents comme La Haine, les Oceans, Irréversible, ce genre de choses. Et il s'en sort très bien, c'est un excellent acteur et il s'en sort très bien dans ce registre-là, dans lequel on n'a pas trop l'habitude de le voir. Voilà, c'est très touchant, et puis voilà, la thématique de l'autiste et tout, c'est quelque chose qui est intéressant. En plus, ils ont travaillé avec des vrais autistes, ils ont fait appel à des jeunes acteurs quasiment inconnus pour faire les accompagnateurs, tout ça. Du coup, ça donne quelque chose de pas amateur, mais de sensible.
Voilà, ça donne quelque chose de très humain, de très naturel. Et c'est très cool, c'est très émouvant, ça peut pas vous laisser indifférent, c'est vraiment une très belle histoire. Et c'est très chouette, tout simplement. Voilà. Ensuite, numéro 8, Joker. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont s'étonner de voir Joker aussi bas dans le classement. Et je vais m'expliquer. En fait, quand j'ai vu Joker pour la première fois, je l'ai vu en avant-première. Grand événement, puisque le film a ensuite cartonné au niveau du box-office, au niveau des critiques. Et moi, j'avais de l'attente, mais j'avais quand même peur qu'il se foire, parce que le personnage du Joker, c'est quand même quelque chose d'assez sacralisé, notamment par l'interprétation de Heath Ledger dans The Dark Knight. Et les gens avaient été pas mal déçus par celui de Jared Leto dans Suicide Squad. En même temps, Suicide Squad, c'est un mauvais film. Et du coup, les gens plaçaient très très haut en fait la barre pour l'origin story du Joker. Et je trouve qu'ils ont fait un boulot merveilleux. Il y a des idées qui sont très neuves. Ils ont réinventé des caractéristiques. Par exemple, le rire du Joker fait partie de son handicap. Et du coup, je trouve ça vraiment intelligent, parce que du coup, ça explique son rire incontrôlable, et ça le met dans des situations qui sont pas possibles, il n'arrive pas à se contrôler. Et je trouve que du coup, on est attendri par ça, on a de la compassion, parce qu'on se dit, bah merde, il a un handicap, puis voilà, sa vie n'est pas une grande vie, il a des objectifs qu'il n'arrive pas à atteindre, etc., etc. Et du coup, on a beaucoup de compassion, mais en même temps, il y a des éléments dans la mise en scène qui nous rappellent que c'est le Joker, que c'est un méchant, qu'il est violent, qu'il peut être meurtrier, ce genre de choses. Et du coup, on est à mi-chemin, on sait pas trop si on doit l'aimer, si on doit le détester. On est dans un cas assez particulier, et je trouve que aussi l'interprétation de Joaquin Phoenix fonctionne très très bien, évidemment. Je pense qu'on en a beaucoup parlé pour le dire. Mais voilà. Et pourquoi il est aussi bas dans le classement, malgré tout ce que j'ai pu dire de qualitatif pour ce film, c'est qu'en fait ce film je l'ai vu une deuxième fois, et je l'ai vu en fait en double séance avec Taxi Driver en deuxième partie. Alors on m'avait dit que Joker et Taxi Driver se ressemblaient, je pensais que c'était par rapport au fait que le personnage est assez isolé dans les deux cas, et qu'il y avait aussi Robert De Niro dans les deux films. Du coup je pensais que c'était surtout un hommage comme ça, et qu'il y avait des clins d'œil dans Joker par rapport à Taxi Driver, et Taxi Driver je ne l'avais jamais vu. Et lorsque je l'ai découvert au cinéma, Taxi Driver, ce qui est déjà une chance, j'ai été pas mal déçue, ça m'a pas mal atténué en fait le ressenti que j'avais eu par rapport à Joker, parce qu'en fait Joker c'est Taxi Driver avec des éléments du Joker, avec les caractéristiques du personnage de Joker, avec les caractéristiques de l'univers de Batman. Et du coup ça m'a pas mal déçue, et quand je dis que c'est presque le même film, moi j'exagère mais je suis pas loin non plus. C'est-à-dire que dans quasiment chaque scène, il y a des éléments qui font penser à Taxi Driver. Lorsqu'il met le doigt sur la tempe, Taxi Driver. Lorsqu'il change sa coupe de cheveux, Taxi Driver. Lorsqu'il par exemple le Gotham, au tout début du film on le dit, Gotham au début du film ils ont une grève des éboueurs, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'ordures dans la ville. Et c'est un élément qu'on retrouve aussi dans Taxi Driver. Voilà, donc il y a plein d'éléments en fait qui se rapprochent, et du coup je me suis dit mais en fait le Joker, le film, il n'a rien de novateur en fait, on l'a déjà vu. Et du coup ça a pas mal atténué mon ressenti par rapport à ce film. J'avoue qu'au début je me disais mais non en fait c'est un mauvais film, ça m'avait un peu cassé, mais finalement en le revoyant encore une fois, ça reste un bon film. Ça l'a atténué, mais je reconnais quand même les qualités du film, et je l'ai quand même vraiment beaucoup apprécié lors de mon premier visionnage. Lors de mon deuxième visionnage, c'est juste avec Taxi Driver qui arrivait après, je me suis dit non en fait c'est pas original comme histoire. Mais comme je l'ai dit, c'était une origin story qui était très attendue, et Todd Phillips il a fait un boulot monstrueux, Joaquin Phoenix évidemment, mais toutes les scènes, il y a plein de choses à dire, c'est vraiment bien fait, mais du coup 7ème. Ensuite, en 6ème position, nous avons J'ai perdu mon corps. Alors J'ai perdu mon corps, c'est un film d'animation français réalisé par Jérémy Clapin, et avec un scénario de Guillaume Laurent, qui est en fait adapté de son propre roman. Bougez pas. Tellement aimé le film que du coup j'ai acheté le livre pour pouvoir le découvrir comment ça a été adapté. Donc en fait on suit deux histoires parallèles. Donc d'un côté nous avons un jeune homme, on suit de son enfant jusqu'à son premier amour, et parallèlement à ça, dans une autre timeline, on suit l'histoire de sa main, parce qu'en fait à un moment donné le personnage perd sa main, et sa propre main développe une conscience qui veut en fait retrouver son corps. Donc c'est pour ça qu'on a le titre J'ai perdu mon corps, et ce qui fait qu'on suit ces deux histoires en même temps avec un montage alterné, et c'est assez intéressant. L'animation est vraiment très très belle, il y a plein de métaphores visuelles qui sont propres à Guillaume Laurent. Guillaume Laurent c'est le scénariste par exemple de Amélie Poulain ou Un long dimanche de fiançailles, donc si vous êtes assez sensible à son écriture qui est assez visuelle, eh bien vous allez apprécier J'ai perdu mon corps, parce qu'il y a beaucoup d'éléments du coup assez visuel, assez métaphorique, avec des allégories, des choses comme ça. Et du coup c'est très intéressant, c'est très particulier, j'en ai conscience. Je sais que j'ai assisté à plusieurs séances où les gens étaient assez sceptiques sur certaines séquences d'animation
qui font assez saccadé. Je peux comprendre que ça gêne un petit peu, mais ça reste un très bon film et c'est très difficile aussi de financer des films d'animation. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé le film, je le trouve vraiment très beau, son scénario il est incroyable. Et voilà, c'est un film qui a été racheté par Netflix et Netflix veut le mettre aux Oscars. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est un gros succès à l'international. Là le film il est en train de faire plein de festivals, il remporte plein de prix. C'est assez fou. Et Netflix l'a racheté pour des droits internationaux. Et ils espèrent le mettre aux Oscars pour la catégorie du meilleur film d'animation. Donc je ne sais pas si ça va se faire. Mais en tout cas, ils essayent de le faire. Et voilà. Pour continuer là-dessus, pour vanter un peu le film, par exemple, le film a été projeté chez ceux qui travaillent chez Disney. Et apparemment, ils étaient sur le cul. Donc c'est pour vous dire à quel point, tu vois, les Disney. Disney. On peut critiquer, mais ils sont au top de l'animation et ils disent qu'ils ont été choqués par le film, tellement c'était bien. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est un petit chef-d'œuvre. Malheureusement, il n'a pas fait beaucoup d'entrées en salle. C'est très difficile en fait de vendre des films d'animation lorsqu'ils ne sont pas adressés à la famille ou aux petits-enfants. Et c'est vraiment dommage parce que les films d'animation pour adultes, entre guillemets, sont vraiment très intéressants à chaque fois, je trouve. Et c'est dommage qu'ils souffrent du coup de ce préjugé de dire que les dessins animés c'est forcément pour les enfants. J'ai 22 ans, je ne partage pas cet avis. Voilà, mais bon. Ensuite, en 5e position, nous avons Le Chant du Loup. Alors, Le Chant du Loup, c'est un film français, c'est un premier film qui du coup raconte l'histoire de ce qu'on appelle l'oreille d'or. Donc, l'oreille d'or, c'est un militaire qui travaille dans les sous-marins et qui est en fait chargé d'écouter et d'analyser tous les sons qu'il y a marins. Donc, ça lui permet par exemple de pouvoir déterminer la différence entre un tel sous-marin anglais, américain, russe, une baleine ou un bateau qui passe au-dessus. Il peut déterminer tout ça. Sauf qu'un jour, il commet une erreur et il perd la confiance de son équipage. Donc ça fout mal dans le côté militaire. Et en faisant ses enquêtes, tout ça, pour comprendre pourquoi il a pu faire cette erreur-là, il va faire des découvertes et ça va potentiellement mener à une guerre nucléaire. Je vous rappelle que les sous-marins sont capables d'envoyer des missiles nucléaires et il y a tout un protocole aussi pour pouvoir lancer un missile qui est assez précis. Et du coup, le but du héros va être d'éviter ça, évidemment. C'est très bien fait. Moi, j'ai eu la chance de le découvrir au cinéma, ce qui fait que le travail sur le son, j'ai vraiment pu en profiter à fond, parce qu'il y a tout un travail, évidemment, sonore qui est fait sur le film, puisque c'est aussi son thème principal. Voilà, j'ai beaucoup aimé le film, je sais qu'il a eu de très très bonnes critiques. Il a à peine remboursé son budget, donc ça c'est un peu dommage, mais j'ai bon espoir qu'il marche bien au niveau des ventes de DVD, ou même à l'international. Il y a un casting qui est assez international. On a François Civil, on a Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, et qui c'est comment d'autres ? Je les ai tous dit. Bah, du moins, il y a ces acteurs-là, qui sont des acteurs assez connus à l'international, et du coup j'ai bon espoir qu'on arrive peut-être à le vendre à l'international et qui marche très bien parce que c'est une histoire de sous-marin, voilà, ça peut intéresser beaucoup de monde et voilà, c'était très très bien fait. Et on encourage évidemment le cinéma français à en faire beaucoup plus des films comme ça. Ensuite, dans la 4e position, nous avons Mon Inconnu. Alors Mon Inconnu, c'est réalisé par Hugo Gélin qui a fait Demain tout commence par exemple, et avec François Civil qui joue du coup un homme qui se retrouve un jour dans un monde parallèle où il n'a jamais rencontré sa femme. Alors le speech il peut sembler simple, il peut sembler basique, dans le cinéma français on n'en a pas tant que ça, des films comme ça, assez fantastiques, assez peu réalistes, et du coup c'est déjà assez original pour le souligner, et en plus de ça c'est très bien fait. Voilà, c'est très drôle, c'est très romantique, c'est bien rythmé, c'est assez original, la fin est très belle, et voilà, les acteurs sont très bons, enfin bref, il y a plein de superlatifs à dire sur ce film, et voilà, j'ai beaucoup aimé ce film-là en particulier, parce que pareil, c'est un film français, mais qui fait rêver, et j'en veux des films français qui font rêver, moi j'en veux plein. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le voir, eh bien, allez le voir, parce que du coup, il est 4e sur mon classement, donc je dis pas que c'est le meilleur film du monde, il a des défauts évidemment. Moi j'ai apprécié, j'ai passé un très très bon moment devant ce film. Voilà. Film numéro 3, alors nous avons ici un film qui s'appelle Le Mans 66. Alors, sans mauvais jeu de mots, je ne suis pas du tout calée, moi, dans les histoires de voitures, dans le monde du sport automobile. J'y connais que dalle. Et du coup, là, c'est un film qui dure 3 heures, du coup, qui parle de voitures tout le temps, qui parle des enjeux, des courses de voitures tout le temps, qui parle du Mans tout le temps, qui envoie à l'image des voitures qui tournent en rond pendant 24 heures. Voilà, et les 3 heures, on ne les voit pas passer. C'est incroyable. C'est vraiment haletant, c'est vraiment très intéressant la façon dont c'est fait, la façon dont c'est abordé. En gros, ça aborde le combat, la concurrence qu'il y a eu entre Ford
et Ferrari pour Le Mans en 66, puisque du coup Ford, certes, faisait beaucoup de voitures, ils en vendaient beaucoup, ils étaient très très riches, mais ils rentraient pas dans l'histoire. Lorsqu'on pensait à des belles voitures, on pensait pas à eux forcément, on pensait plutôt à des Ferrari justement. Alors les Ferrari, ils en vendent moins, ils sont en faillite quasiment, mais ce sont des belles voitures, ce sont des voitures qui gagnent Le Mans tout le temps, et du coup les gens préfèrent Ferrari même s'ils achètent du Ford. Et du coup pour des questions d'image, Ford va vouloir engager les meilleurs des meilleurs pour pouvoir fabriquer la voiture qui va battre Ferrari au Mans. Et du coup à partir de ça on peut faire un parallèle aussi avec le système du cinéma hollywoodien contre le cinéma d'auteur, on pourrait comparer ça. Par exemple, Ford, ce serait le gros studio américain qui produit beaucoup de films à l'appel, qui rapporte beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas des chefs-d'œuvre. Et de l'autre côté, nous avons le studio d'auteur, peut-être italien, à l'étranger, comme ça, qui, lui, produit certes des films qui marchent moins et tout, mais finalement qui rentrent dans l'histoire parce que ce sont des chefs-d'œuvre. Et du coup, il y a tout un parallèle comme ça qui est assez intéressant de ce point de vue-là, j'ai trouvé. Et voilà, le film, je l'ai vu 2 fois au cinéma. J'ai passé 2 fois un très bon moment. Je trouve que c'est vraiment un très bon film, à la fois sur son sujet et tout simplement un bon film tout court. Ne restez pas sur vos réserves si, comme moi, vous n'êtes pas fan de sport automobile. Le film se regarde quand même avec le même plaisir. Voilà. Film numéro 2, Rocketman. Alors Rocketman, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo du mois de juin. Du coup, je vais éviter de me répéter, mais en gros, lorsque j'attendais le film Rocketman, je connaissais un petit peu Elton John, mais je connaissais ses grands titres. Voilà, je connaissais I'm Still Standing, ce genre de choses. Mais ce film, en fait, il est vraiment très bien fait parce que c'est une vraie comédie musicale. Les intervenants adaptent en fait les chansons d'Elton John pour que ça colle à l'histoire. Et du coup, c'est vachement bien fait. C'est très imagé, encore une fois. Je trouve que j'aime beaucoup les films imagés. Où voilà, il y a des métaphores, il y a des parallèles par rapport à ça. Par exemple, la toute première scène, on voit Elton John incarné par Taron Egerton comme ça. Lorsqu'il rentre, il est déguisé en diable et il arrive dans une salle d'alcooliques anonymes. Elton John, si vous ne saviez pas, c'est un cocaïnomane, c'est un alcoolique, c'est quelqu'un qui a eu des vices pendant très très longtemps. Et du coup, il arrive comme ça, et il est déguisé en diable, et petit à petit, au fur et à mesure où il raconte son histoire, il enlève son costume. Voilà, il enlève ses cornes, il enlève sa cape, il enlève les lunettes, tout ça. Et littéralement, en fait, il se débarrasse de ses démons. Et je trouve que c'est une image assez belle pour pouvoir aborder tous ces thèmes de dépendance qui ne sont pas simples. La vie de rockstar, c'est pas simple. Et pour vous dire à quel point ça m'a fait changer d'avis sur Elton John, alors Elton John, je l'aimais quand même, mais j'étais pas très fan, mais pour me dire à quel point ça a changé mon opinion sur lui, j'ai eu ça. Voilà, l'autobiographie de Elton John. Ça va être bien, ça va être très bien. Voilà, donc ça, c'était mon deuxième film préféré de l'année. Rocketman, il a des défauts, c'est sûr, mais en termes de plaisir à regarder, ça me fait du bien, c'est vraiment rythmé, les chansons, elles sont géniales. Moi, j'adore ce film, mais je peux comprendre que les gens n'aiment pas et que ce soit pas le meilleur film parce que il a des défauts, forcément. Le numéro 1, c'est Parasite. Alors oui, c'est pas original comme choix, mais encore une fois, c'est un film qui m'a fait un peu le même effet que Us, c'est-à-dire qu'après la fin, tu penses encore aux personnages, tu penses à ce qu'ils vont devenir, tu penses à toutes les péripéties, tout ça, et ça fait vivre le film après qu'il soit fini. Et du coup, je trouve que c'est très fort de faire ça. Et voilà, en fait, le scénario, c'est... Bon, on en a beaucoup parlé, mais le scénario, c'est l'histoire d'une famille pauvre en Corée qui réussit, avec des magouilles, à se faire engager petit à petit dans une famille de riches. Donc... voilà, c'est déjà pas mal. Et après, il y a un retournement de situation qui fait que leur magouille prend un peu l'eau et que du coup, c'est de plus en plus difficile de pouvoir gérer leurs mensonges et leur vie double, du coup, parce qu'ils mentent à la famille riche. Et voilà, et moi, j'ai réussi à voir le film sans avoir trop d'informations, donc c'est pour ça que j'essaie de ne pas en dire trop. Le retournement de situation, moi, il m'a pris direct. Hein, je m'y attendais pas du tout. D'ailleurs, en retournement de situation, Glass de M. Night Shyamalan, j'ai failli le mettre dans mon classement, je l'ai pas mis parce que voilà, c'était difficile, hein, c'était le 11e quasiment, mais du coup je l'ai pas mis dans mon classement. Mais si je peux en parler aussi, pareil, les retournements de situation de M. Night Shyamalan, il est connu pour ça, mais à chaque fois moi je me fais avoir, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, Parasite, c'est un petit peu ce cas-là. Et c'est une comédie noire, donc il y a de l'humour, mais c'est un humour un peu particulier, donc je peux comprendre que ça plaise pas. C'est assez sombre, c'est très austère, mais ça fonctionne très très bien. C'est assez original en plus de voir un film coréen. On n'a pas l'habitude en France. Il a cartonné en plus au box-office et tout, et là il va être nommé au César, il va être nommé aux Oscars et il va tout rafler. Et en plus c'est la Palme d'Or de 2019, donc pareil, comme pour Green Book, essayez de le voir
ne serait-ce que par culture générale. Et voilà, ben je pense qu'on a tout abordé. Oui, on a abordé les 10 films. Voilà, c'est mon classement de 2019 des meilleurs films. Je peux comprendre qu'il y ait des oublis, je peux comprendre qu'il y ait des films qui soient meilleurs, qui ne soient pas présents. Par exemple, on m'a beaucoup reproché, lorsque j'en ai parlé à mes proches, de ne pas parler de Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino ou encore Irishman de Martin Scorsese. Alors oui, peut-être techniquement ils sont meilleurs, mais moi ça m'a pas plu. Irishman, je trouve que au-delà de même son aspect technique sur les visages pour pouvoir rajeunir des acteurs, alors sur certains moments ça passe, il y a des moments où ça fait un peu bizarre, et surtout bah, quand tu rajeunis un vieil acteur, bah, le vieil acteur il reste vieux, il a un corps de vieux. Par exemple, Robert De Niro, parfois quand il se déplace, tout ça, bah on sent qu'il est un peu serré au niveau des épaules, qu'il a pas beaucoup de force dans les bras, tout ça, et ça casse un petit peu le jeu de l'acteur. Voilà. Donc ça m'a pas mal rebuté aussi sur mon appréciation du film, et je le trouve très très long. Et je le trouve qu'il est pas particulièrement meilleur qu'un autre film de Scorsese, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un film mineur, oh là là, je vais dire des gros mots, et que du coup c'est pas plus intéressant que ça. C'est pas plus novateur, on l'a déjà vu. Voilà, je préfère Les Affranchis, clairement. Oh non. Putain, il a coupé ce bâtard. Mais voilà, ça y est, c'est terminé 2019. Et cette année 2020, je pense qu'elle va être excellente. Là déjà, pour le mois de janvier, ils annoncent du très très lourd. 2019, j'ai vraiment vu de très très bons films. Il y en a plein dont j'ai pas pu parler dans le classement, mais j'ai vu du très 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 bon. Et du très très mauvais, puisque je vais essayer de vous faire du coup la vidéo des pires films 2019. Voilà, on a vu des choses... Ouais, on a vu des choses. Voilà, mais bref, j'espère que le classement vous a plu. Si vous avez des films à me conseiller, ou des films préférés, ou que vous avez envie de connaître mon avis sur tel ou tel film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'y répondrai. Ça c'est mon carnet à films, il y a 138 films dedans. Voilà, avec des petits tickets de cinéma, tout ça, enfin bref, j'en ai vu beaucoup. Et voilà, j'espère que cette année 2019 vous aura plu aussi, que vous avez été plein de fois au cinéma et que vous allez pouvoir rattraper aussi les films que vous n'avez pas pu voir, parce qu'il y en a eu des très très bons. Et j'espère que 2020 sera encore meilleur et que je pourrai aller encore plus au cinéma, parce que du coup, 138 films, ça commence à faire beaucoup. Allez, salut!